Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous. Nous sommes le 14 février 2019. Je vous souhaite du coup une bonne Saint-Valentin. Voilà donc voilà. Alors ce matin, on a eu la publication de la croissance allemande qui est ressortie flat, plus 0% au quatrième trimestre, ce qui permet d'éviter de justesse la récession technique, puisque vous savez qu'une récession, on parle de récession lorsqu'on a 2 trimestres consécutifs de contraction du PIB. Il faut savoir qu'au troisième trimestre 2018, on avait eu une contraction du PIB, donc c'est le premier trimestre de contraction pour l'Allemagne. Et le quatrième, ça n'a pas été une contraction, ça n'a pas été une croissance, ça a été flat. Donc l'Allemagne évite de justesse la récession. Au contraire, le Japon renoue avec la croissance, plus 0,3% du PIB au quatrième trimestre 2018, après une contraction au troisième trimestre également. Et Donald Trump qui pourrait reporter de 60 jours la fin de la trêve commerciale si il y a bien évidemment une avancée dans les négociations entre les États-Unis et la Chine. Donc voilà, si vous voulez un briefing complet de l'actualité, de la situation, je vous invite à lire mon article. J'ai pris beaucoup de temps à l'écrire ce matin, donc voilà, je vous invite à le lire si ça vous intéresse. Il est assez grand, enfin par rapport aux autres articles, mais au moins vous aurez vraiment une vision complète de l'environnement dans lequel nous évoluons. Donc voilà, je vais vous l'envoyer tout de suite. Je vais vous l'envoyer tout de suite. Voilà. Alors bonjour à tous, voilà, bonjour Gérard, bonjour Denis, j'espère que vous allez bien, Gilles que je salue également, Raymond de même. Alors pour cet article, voilà, j'ai vraiment été sous pression en termes de temps, donc veuillez m'excuser par avance s'il y a quelques coquilles d'orthographe, je vais corriger ça après le webinaire. J'étais vraiment, voilà, ça a été un petit peu court au niveau du temps ce matin, il y avait énormément d'actualités, donc voilà, j'ai dû optimiser et j'ai privilégié l'information. Voilà. Dans tous les cas, merci pour votre présence et on va commencer ce webinaire avec l'avertissement gage sur le risque. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, alors au niveau du résumé de la science américaine et asiatique, on a eu une hausse du dollar hier, voilà, donc reprise de la hausse après une séance de baisse mardi. Alors pourquoi on a eu une hausse du dollar? Eh bien déjà on a eu des chiffres assez décevants hier en zone euro, la production industrielle qui a encore une fois déçu. Alors je dis encore une fois parce que les chiffres en zone euro sont décevants. Je vais vous faire voir un petit graphique dans un petit instant. Et en plus de cela, on a une inflation core aux États-Unis qui a augmenté plus rapidement, enfin qui a finalement qui est ressorti inchangé par rapport à la précédente publication, mais ce qui est meilleur qu'attendu, puisque le marché s'attendait à une inflation core qui allait ralentir à 2,1%. Or, l'inflation core est ressortie inchangée à 2,2% sur un rythme annuel. Donc c'était une bonne surprise. Et ce qui a permis de soutenir le dollar. Voilà, le matin en raison des décevants chiffres en zone euro et l'après-midi grâce à un chiffre meilleur qu'attendu aux États-Unis. Donc hausse de 0,45% du DXY. Le Dow, le S&P et le Nasdaq sont également en hausse hier. Alors la hausse est atténuée. On a eu un premier mouvement de hausse importante, plus 1,50% il me semble sur la S&P. Voilà, début de séance vraiment très très positif, compte tenu du fait que Donald Trump avait tweeté comme quoi les négociations commerciales se passaient très bien. Non, c'est même pas les négociations, c'est l'accord commercial. Il a même énuméré accord commercial, donc personne ne sait qu'il y a un accord commercial, mais bon, il a dit que l'accord commercial se passait très bien. Donc voilà, il suffisait de ça pour faire envoler les marchés américains. Mais ensuite, en fin de session, on a eu le sénateur de Floride qui a proposé une loi visant à taxer les rachats d'actions des entreprises euh, au même montant que les dividendes. Voilà, donc ce qui serait un petit peu voilà, mauvais pour la bourse, parce que vous savez qu'actuellement, beaucoup de la hausse, on va dire des 2 dernières années, est justifiée par les programmes de rachat des entreprises, de rachat d'actions des entreprises. Vous savez que Apple, alors je me souviens plus c'était sur quelle durée, mais il me semble, voilà, sur quelques années, dépense 100 milliards de dollars pour acheter de ces actions. 100 milliards.
100 milliards de dollars. Donc voilà, c'est 100 milliards qui sont rachetés par Apple sur le marché. Donc forcément, ça fait monter les actions. D'accord. Et donc sa proposition vient donc proposer, enfin sa proposition de loi, c'est de taxer justement ces programmes de rachat d'actions, compte tenu du fait que ça n'apporterait pas de valeur ajoutée à l'économie. Voilà. Donc ça a atténué vraiment l'appétit au risque. En fin de séance, on a eu quand même une séance positive à Wall Street, mais on voit que c'est pas du tout comme ce qu'on a eu en début de séance où c'était du plus 1 et quelques pourcents. D'accord. D'ailleurs, le VIX, on voit, il a augmenté finalement, 43% hier. Ce matin, donc on a le 10 ans US qui prend un point de base. Donc on va dire qu'il a l'équilibre. Ça fait 2 jours consécutifs qu'il augmente de un point de base. Le yen, il est en légère baisse. Le gold en légère hausse parce qu'on a une baisse du dollar, on a une baisse des devises refuges ce matin. Pourquoi on a une baisse des devises refuges? Alors déjà parce qu'on a un certain optimisme de la part des investisseurs suite au tweet de Donald Trump. Et deuxième point, c'est qu'on a des chiffres macro en Asie qui sont améliorés. Un, du côté de la Chine, qui a reporté des exportations en hausse de 9,2% sur un rythme annuel, alors que, en janvier, hein, alors que le marché tablait sur une baisse de 3,2%. Et deux, on a eu, pardon, tout pareil au niveau de la Chine, on a eu des importations qui, certes, sont contractées sur un rythme annuel, mais d'un montant plus faible que prévu. Donc ça, c'est pareil, c'est une bonne surprise de la part des investisseurs, des investisseurs. Et dans le même temps, eh bien, comme je vous l'ai dit, on a le Japon qui a publié une croissance de 0,3% au quatrième trimestre de l'année dernière. Donc ça, c'est positif parce que si on avait eu une nouvelle contraction du PIB, eh bien, le Japon serait tombé en récession. Voilà, donc on a eu plutôt des chiffres positifs. Ça n'a pas suffi pour justifier de l'appétit au risque ce matin. On voit que le Nikkei et le MSCI Asie ex Japon eh bien, ont clôturé en très légère baisse, mais ça devrait permettre aux indices européens d'ouvrir en légère hausse. Au niveau du calendrier économique, donc on a eu le PIB allemand, comme je vous l'ai dit, qui est ressorti flat. Hein. Regardez, trimestriel, c'est le plus important, hein, le trimestriel. Je ne sais pas pourquoi il catégorise en fort. On a l'habitude de regarder la croissance annuelle, mais vraiment dans la finance, bon, l'annuel c'est important, mais le trimestriel l'est encore plus. D'accord. Parce qu'une récession n'est pas visible forcément sur un rythme annuel, puisqu'une récession c'est 2 trimestres consécutifs. Donc on peut avoir un PIB annuel de 1%, mais quand même avoir une récession, vous voyez. Donc voilà, le trimestriel c'est beaucoup plus en avance que l'annuel, d'accord. Puisque finalement l'annuel c'est lissé, hein, c'est accumulé. Donc il suffit d'avoir un trimestre. Imaginez votre premier trimestre de l'année. Imaginons, hein, il y a une croissance de 1,5%. Ensuite, deuxième trimestre, vous avez une croissance de 1%, mais que les 2 derniers trimestres de l'année, vous avez une contraction du PIB, bah finalement, sur un rythme annuel, vous allez peut-être être en croissance, mais les 2 derniers trimestres, vous voyez que la tendance, elle s'est nettement diminuée. Donc, pour avoir une tendance plus court terme, puis on va avoir une unité temps plus court terme. Et bien, c'est pareil pour les chiffres macroéconomiques. Plus on va prendre une unité temps faible, plus on va avoir une tendance de court terme. Donc là, le trimestriel, celui de l'Allemagne, bon, il rebondit par rapport au T3, mais on voit que c'est flat. D'accord. Au niveau du PIB de la zone euro, donc il est attendu à 11 heures, attendu en trimestriel en hausse de 0,2%, donc dans la lignée de la précédente publication. Et autre rendez-vous important, ça sera les ventes au détail américaines. Les ventes au détail, vous savez, c'est la consommation. Donc voilà, les chiffres de la consommation vont être extrêmement importants, parce que qui dit hausse de la consommation dit accélération de l'inflation. Alors, je regarde un petit peu la boîte de dialogue. Alors, bonjour à tous. Nicole qui me dit, alors bonjour déjà Nicole, toujours impressionné par vos articles, vous faites du bon travail. Mais écoutez, merci beaucoup Nicole, ça fait plaisir d'entendre. Merci beaucoup hein, pour ce compliment, ça fait vraiment plaisir. Alors Raymond qui me dit, pourquoi rachète-t-elle des actions Apple? Alors, il n'y a pas que Apple, hein, il y a la plupart des entreprises. Et c'est un signal plutôt bearish, hein, parce que généralement, lorsque les entreprises rachètent des actions, bien finalement, c'est du cash qu'ils n'utilisent pas dans l'investissement. D'accord. Ils font des bénéfices, les entreprises, et ils vont utiliser une partie de ces bénéfices pour racheter des actions. Et là, il faut savoir que c'est le monde. Si on accumule les actions, les entreprises américaines, on est à un moment où ils rachètent le plus d'actions de l'histoire. D'accord. Il y a des graphiques hein, qui tournent. Alors, je n'ai pas tous les chiffres en tête, il y en a tellement, mais alors, faut que je trouve cela.
Alors peut-être que j'ai liké il y a pas longtemps sur Twitter. Euh, je vois régulièrement, mais voilà, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars qui sont alloués au rachat d'actions. Alors, j'en ai liké un il y a pas longtemps. Voilà. Alors déjà, ça c'est pas le rachat d'actions, mais c'est un graphique qui est assez intéressant, très très intéressant même. Donc là, vous voyez, on a trois courbes au niveau des entreprises américaines. On a trois courbes. On a en vert return cash to shareholders. Donc en fait c'est un graphique qui montre où va le cash des entreprises une fois, enfin les bénéfices des entreprises, d'accord. Donc on voit que ça ne va pas directement aux shareholders et les actionnaires. Ça vient pour improviser le bilan, donc réduire la dette des entreprises, réduire la dette des entreprises et les capex. Capex, c'est tout ce qui est investissement et fusion et rachat d'actions et rachat pardon d'entreprises. Donc voilà, dès qu'une entreprise va investir ou dès qu'une entreprise va racheter une autre entreprise, ça va s'appeler du capex, d'accord. Et donc capex, on voit que ça baisse. Donc dès qu'on a une baisse d'investissement, c'est pas bon signe parce que ça veut dire que finalement enfin, d'où va venir la croissance s'il y a plus d'investissement. Vous voyez, l'investissement c'est un facteur très très important. Et là, on voit qu'en 2007, qu'est-ce qu'on avait qui était monté pardon à partir de 2007, qu'est-ce qui était descendu à partir de 2007. Eh bien, c'est exactement la même chose que ce qu'on connaît depuis voilà mi 2017. Depuis mi 2017, on a une baisse des investissements et on a une hausse de l'amélioration des bilans des entreprises. Donc ça, c'est pas le graphique que je voulais vous faire voir à la base, mais il est extrêmement intéressant. Voilà, je tâcherai de retrouver ce graphique où on voit le nombre de le montant absolu en dollars des rachats d'actions des entreprises américaines, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc en fait, la hausse à Wall Street, elle est beaucoup soutenue par les rachats d'actions, par les entreprises qui rachètent leurs actions. Et donc il y a un graphique macroéconomique que je voulais vous faire voir avant de débuter l'analyse technique. C'est donc euh, ce graphique-là. Alors, qu'est-ce que représente ce graphique? C'est en bleu, ce qu'on appelle en anglais, c'est un indicateur, c'est le Citi Economic Surprise Index de la zone euro. Et en vert, c'est celui des États-Unis. Alors en clair, cet indicateur varie selon qu'on ait des bons ou des mauvaises surprises macroéconomiques en zone euro. C'est-à-dire que si les chiffres en zone euro, les chiffres macroéconomiques en zone euro ressortent meilleurs qu'attendus, pas forcément en hausse, hein, mais meilleurs qu'attendus, meilleurs que les attentes, on va avoir cette courbe en bleu qui va monter. Et à l'inverse, si on a les chiffres macro qui déçoivent, eh bien, on va avoir cette courbe en bleu qui va descendre. Et donc, on a la même chose pour les États-Unis, qui sont en vert. Et là, on voit que les chiffres macro en zone euro sont décevants, hein, concrètement, sont très décevants. On est un plus bas depuis mai 2018, mais si on remonte encore plus loin, on est un plus bas depuis, il me semble, début 2017. Donc, c'est ce que je vous expliquais un petit peu hier. Voilà, c'est relativement bas. C'est un signal d'alerte dans le sens que voilà, c'est compliqué de faire pire. Maintenant, cette situation, elle peut durer encore pas mal de temps, puisqu'on le voit, ça fait quand même depuis le début de l'année que les chiffres ils déçoivent. Hein. Donc, ouais, d'un point de vue court terme, c'est pas très utile ces indicateurs, mais d'un point de vue moyen long terme, voilà, on sait qu'on est dans une phase où les indicateurs macro sont extrêmement décevants, donc les consensus d'analystes et d'économistes devraient revoir à la baisse de plus en plus leurs prévisions. Et s'ils revoient à la baisse de plus en plus leurs prévisions, leurs attentes, eh bien, il y a plus de chances qu'ensuite ils soient surpris positivement. Vous voyez. Donc voilà. Alors que ceux des États-Unis, voilà, on est au-dessus de zéro. Donc zéro, c'est qu'on a plus de bonnes surprises que de mauvaises. Les États-Unis, c'est, voilà, j'aurais pu mettre celui du GBP, j'aurais pu mettre celui du Japon, etc. Les États-Unis, c'est le seul pays qui a des chiffres qui sont plus souvent meilleurs que moins bons qu'attendu. D'accord. Donc en fait, cette courbe en vert soit au-dessus de zéro. Si on met celui du GBP, c'est pareil, c'est en dessous de zéro, bien en dessous. Japon, c'est pareil. La Chine, je n'ai pas regardé, mais il me semble que c'est pareil. Donc voilà. Alors bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors Brice une question de Brice. Un ami douanier intime m'a informé que l'activité du Nouvel An chinois est étonnamment bas niveau douanier. Quel impact cela aura sur les marchés?
Je vois des signaux baissiers un peu partout, mais les indices continuent de monter. Moment vraiment pas simple sur les indices. Exactement, Brice. Alors, oui, c'est vrai que le nouvel an chinois a un impact sur les chiffres macroéconomiques. Maintenant, voilà, je pourrais pas vous dire si c'est un impact positif ou négatif. Donc voilà, faut attendre vraiment les chiffres de février, puisque les chiffres de février, voilà, faudra une confirmation. Là, les exportations en Chine ont rebondi. Donc voilà, c'est bon, mais il faut vraiment un rebond de plusieurs mois pour que les investisseurs reprennent clairement confiance dans l'économie chinoise. Là, on a de l'appétit au risque parce que voilà, c'est une bonne annonce, le rebond des exportations, puisque le marché a anticipé une baisse de 3,2%. Finalement, on a une hausse de 9,2%. Donc, c'est une quand même, il y a un écart entre les attentes et le réel qui est extrêmement important. Donc, ça justifie l'appétit au risque là ce matin. Mais ça justifie pas, on peut pas dire c'est bon, l'économie chinoise va finalement très bien. Vous voyez, c'est trop tôt pour dire que finalement il n'y a pas beaucoup d'impact de l'économie chinoise. Donc donc voilà, faut attendre. Mais et oui, pour les signaux des indices baissiers, moi voilà, ça fait plusieurs semaines hein, que je le dis. Hein. Là, on a une hausse à Wall Street, on a une poursuite de la hausse. Mais si on regarde les différents indicateurs sous-jacents, comme les volumes sont en baisse depuis le début du rebond. Ça, c'est un signal d'alerte d'un point de vue de l'analyse technique. On a la force relative entre les biens de consommation non essentiels versus essentiels, autrement dit les cycliques contre les défensives, et bien qui eh bien ce ratio est en baisse. Donc ça, pareil, c'est un synonyme. Ça veut dire que finalement, c'est pas, on n'a pas l'appétit vraiment l'appétit au risque. Vous voyez. Euh, voilà, et je pourrais en sortir des autres indicateurs. On a le VIX qui est quand même assez bas dans un contexte où on est à moins de 2 semaines de la fin de la trêve commerciale. On est à 3 jours de la publication du rapport du département du commerce américain sur l'impact des importations de véhicules européens aux États-Unis. Est-ce que Washington va, à l'issue de ce rapport, décider de taxer à hauteur de 10% ou à hauteur de 25% les voitures européennes ou peut-être une autre mesure? Voilà, beaucoup de choses à surveiller. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc voilà, VIX, on le voit vraiment bas. Je pourrais continuer avec le VVIX qui, pareil, est revenu à 80. 80, c'est quand même une complaisance vraiment importante de la part des investisseurs. Le VIX comparé au VIX 3 mois, il est proche de son plus bas depuis octobre. Donc, ça veut dire que le marché se couvre, la couverture du marché sur du court terme est à son plus bas niveau depuis octobre, euh, comparé à sa couverture, pardon, sur 3 mois. Et, et, euh, et voilà, et on pourrait regarder des indices un peu plus larges comme le Nasdaq Composite. Donc là, on a près de 3000 entreprises là-dedans, d'accord? Alors que le Nasdaq 100, c'est 100, hein, comme vous le savez. Donc Nasdaq Composite, on peut mettre un RSI. Alors, RSI, on va mettre un 14 périodes. RSI 14 périodes, bon, il est haussier, on n'a pas de signaux baissiers pour le moment. Voilà. Et sur le Nice Composite, on arrive proche d'une résistance. Bon, à surveiller, vous voyez, à surveiller au niveau du Nice et du Nasdaq. On voit que bah, l'indice large, le Nice et le Nasdaq, n'ont pas réellement progressé hier. D'accord? Ça a été une hausse très très minime. Donc oui, on a une hausse des large caps sur le S&P, mais si on regarde le Nice et le Nasdaq qui regroupent les small caps, les mid caps et les large caps, eh bien, on n'a pas eu une euphorie, vous voyez. Donc là, on pourrait faire, pour avoir un indice encore plus large, Nice fois Nasdaq Composite. Et là, voilà, là on a clairement, ça c'est la bourse américaine. Hein. Il manque encore quelques bourses comme l'American Stock Exchange, mais ça c'est beaucoup plus petit. Hein. Les deux plus grosses bourses, c'est Nice et le Nasdaq. Et donc là, on voit que là, hier, vous voyez que ça n'a pas vraiment eu de hausse. Hein. Et finalement, hier, la veille, vous savez qu'on avait eu un breakout sur le S&P qui avait clôturé au-dessus de sa moyenne mobile à 200. Là, on reste sous les sommets de la semaine dernière sur l'indice large. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est un indicateur c'est un signal un peu négatif pour le S&P. Parce que d'après la théorie de Dow, on souhaite deux références, enfin une autre référence pour confirmer un signal. Et là, regardez la moyenne mobile à 200.
on est en dessous. Vous voyez là, les moyens immobiliers à 200, support, 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 résistance, résistance, résistance. Et là, bon, on est en train de la tester, donc nous verrons bien. Mais voilà, on n'est pas passé au-dessus. On n'a pas eu de breakout par rapport au sommet du 5 février. En tout cas, pas vraiment. Vous voyez, peut-être de quelques points, mais c'est minime. Donc voilà, le breakout du S&P, il est, oui, je suis tout à fait d'accord, un peu, je dirais pas inquiétant parce que c'est peut-être un grand mot, mais pour moi, c'est clairement pas le moment, vous le savez, de passer à l'achat selon moi. Même si techniquement, on a une sortie par le haut de ce range, voilà, si on devait se fier uniquement à l'analyse technique du S&P, eh bien, la prochaine résistance est à 2121. Maintenant, est-ce qu'on va aller chercher ce niveau-là alors qu'on n'a pas eu de niveau on n'a pas de confirmation au niveau des autres indices, parce que le dos, hein, si on regarde le dos, on a eu un petit breakout si quand même. Ça c'était hier. Breakout, mais on est revenu clôturer au-dessus. Alors, si on se met en journalier, si on a eu un petit breakout sur le Dow Jones, bon, Nasdaq, non, on n'a pas eu de breakout. Donc voilà, après ça c'est à vous de voir. Mais moi en tout cas, d'un point de vue moyen terme, moyen et même swing trading, hein, même swing trading, pour moi c'est vraiment pas le moment d'acheter hein, au niveau des indices américains. Je pense qu'il faut attendre vraiment une nouvelle baisse importante pour oui, voilà, profiter éventuellement d'un rachat, de se positionner à la hausse. Et vous savez que la stratégie Disparity Index sur le VIX est une stratégie qui m'est fortement utile. Et donc moi, personnellement, j'attends tout simplement que le VIX voilà, se bondisse, s'emballe, on va dire, et qu'ensuite, voilà, il atteigne des sommets pour voilà, chercher un point d'achat. Mais là, on a un VIX bas, on a une force relative. Alors, j'ai pas regardé ce matin la force relative entre les cycliques et les défensives. Vous voyez, ça rebondit un petit peu, mais vous voyez qu'on n'a pas de breakout haussier. Vous voyez, on n'a pas vraiment de signaux vraiment bullish. Hein. Alors, Nicolas, tu me dis pour vous, MM100 et 200, vous utilisez les EMA ou les SMA? Alors, SMA. Moi, personnellement, j'utilise les SMA. Bon, après, honnêtement, je ne sais pas s'il y a une grande différence entre SMA et EMA. D'un point de vue trading, hein. Je sais les différences d'un point de vue mathématique, les formules, mais voilà, concrètement, est-ce que SMA ou EMA, enfin, laquelle est la meilleure? Je pense qu'il n'y a pas vraiment je peux pas vous donner la réponse. Hein. Je pense que ça dépend de chacun, de sa stratégie. Voilà, je ne saurais pas vous dire laquelle est la meilleure. Vraiment, j'ai pas fait de recherche là-dessus, donc je pourrais pas vraiment pas vous dire. Là, on est sur support et résistance partout. Attention, nous dit Hubert exactement. Et Hubert qui nous dit également le CAC a comblé le gap du 3-12 2018 qui est mon target à la hausse. Maintenant, j'attends le signal short. Mais écoutez, félicitations Hubert, ça atteint votre objectif. Alors, on va passer plus de temps sur le CAC, le DAX, etc. parce que le S&P, bon, il fait pas grand chose. Et honnêtement, j'ai rien à vous dire sur le S&P. Ouais, divergence stochastique, mais on n'a pas le signal baissier puisque le stochastique il reste au-dessus de 80. Voilà, pour moi, là, les indices américains, je les mets de côté. J'attends le signal vendeur pour voilà, chercher du coup, à vendre les marchés américains. Donc le CAC qui a continué à progresser, qui continue à progresser ce matin. Voilà, 5085 c'est dépassé, assez surpris, mais bon, c'est le cas. C'est le cas. Donc voilà, encore une fois, tant qu'on est dans ce canal haussier, en swing trading, voilà, c'est haussier, faut en être conscient. Donc on comble le gap du 3,12. Alors 3,12. Alors voilà, c'est ce gap là. Je suppose que vous parlez. Donc oui, on le comble. On le comble. Et donc là, écoutez, tant qu'on est dans ce canal, la tendance est haussière. Maintenant, là, on teste une nouvelle résistance à 5116 points, qui est, vous voyez, ce sommet du lundi 3 décembre dernier. Si on a un breakout, bien écoutez, signal haussier jusqu'à 5284. 5284, ça peut être atteint. Voilà. Donc, si breakout des 5116 en journalier, c'est direction 5284. Là où on aura un niveau, un signal baissier important, c'est si on sort par le bas de ce canal. Au niveau du DAX, le DAX rebondit. Il va peut-être aller chercher cette oblique en orange que je vous ai fait voir hier, qui correspond
voilà, à un niveau de support qui est devenu résistance. Vous voyez, support, support, résistance, 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 résistance. Donc on va probablement aller chercher ce niveau de prix lors des prochaines séances. En tout cas, tant que le CAC est dans son canal, je pense que le DAX a encore des chances de progresser. Donc voilà, le DAX ira très probablement chercher les 11 360 lors des prochaines séances. Voilà, en l'absence de mauvaises annonces. Hein. Voilà, donc perspective plutôt haussière sur les indices ce matin, étant donné que sur le Forex AD, qu'est-ce qui surperforme? C'est les devises CAD. Vous savez que les devises CAD, maintenant vous commencez à le savoir, c'est les devises qui sont sensibles à l'appétit au risque, qui s'apprécient lorsqu'il y a de l'appétit au risque et se déprécient lorsqu'on a de l'aversion. Donc le fait qu'on a le NZD, l'AUD et le CAD qui s'apprécient, c'est un témoin fort d'appétit au risque. Et en même temps, on a quoi qui sous-performe? Bon, mis à part le GBP, le franc, le dollar, le yen, les trois devises refuges. Donc là, c'est appétit au risque ce matin. Donc voilà, le DAX, même si on a eu un gap haussier et qu'on vient le recombler, le fait qu'on a les devises commodities qui sont en hausse ce matin, ça mène à croire qu'on peut venir chercher les 11 300. Alors peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, ça va dépendre bien évidemment du PIB de la zone euro qui sera publié à 11 heures. Mais voilà, on peut s'y approcher et l'atteindre en tout cas probablement demain. Voilà, on me demande une question sur le VVIX. Alors qu'est-ce que c'est le VVIX? Le VIX, c'est la volatilité sur le VIX. Alors volatilité implicite sur la volatilité implicite du S&P. Ça paraît un petit peu compliqué à comprendre comme ça, mais en fait c'est tout bête. Donc en fait vous avez le VIX classique, c'est quoi? C'est la volatilité implicite sur le S&P 500, sur les options du S&P 500. D'accord? Et maintenant il y a des options sur le VIX. Et donc le VVIX c'est la volatilité implicite sur les options sur le VIX. Donc en fait s'il y a pour vraiment arrondir les angles, vraiment simplifier la compréhension, c'est la volatilité sur le VIX. Voilà. Plus la volatilité va être basse, la logique, hein, c'est plus la volatilité va être basse, ça peut durer un certain temps, une volatilité basse, mais c'est souvent signe, alors pardon, je suis pas sur le bon graphique, voilà, c'est souvent signe que, ça précède souvent des périodes de regain de volatilité. Et qui dit regain de volatilité dit baisse des marchés à actions. Parce que vous savez que la volatilité négative est beaucoup plus importante que la volatilité positive sur les marchés à actions. La volatilité, c'est l'ennemi des investisseurs. Simplement parce que la volatilité, ça crée du drawdown sur les portefeuilles. D'accord? Donc la volatilité positive est beaucoup plus faible que la volatilité négative. C'est pour ça qu'on dit que la volatilité, c'est l'ennemi des marchés actions. Et c'est pour ça que vous voyez que le VIX ou le VVIX, eh bien, il y a des hausses très importantes et les baisses sont beaucoup plus lentes. D'accord? Et c'est ces hausses, c'est pendant ces hausses, c'est même, on va dire, après ces hausses, qu'il faut chercher à se positionner à l'achat sur les marchés actions. Voilà. Et on a deux bornes à surveiller sur le VVIX. C'est 90 et 110. 90, on est dans une zone de complaisance extrême, c'est-à-dire, extrême, importante. Ça commence à être vraiment important. C'est-à-dire que voilà, le marché est très confiant. Est-ce qu'il faut se positionner à l'achat finalement lorsque tout le monde a acheté? Lorsque tout le monde a acheté, c'est pas forcément le meilleur moyen, le meilleur moment. Et 110, c'est au-dessus de 110, on dit qu'on est dans une période de panique. Et donc quand il y a de la panique, souvent les investisseurs se délaissent des marchés actions sans forcément que ce soit rationnel. Et donc c'est là où il y a en général les meilleures opportunités de pullback. C'est pas en général, c'est même la plupart du temps. Voilà. Vraiment 99% du temps, les meilleurs points d'entrée, c'est lorsque le VVIX est au-dessus de 110 ou que le VIX commence à s'emballer. Voilà, donc la logique, c'est de ne pas, l'idée d'un point de vue moyen terme, parce que ça va pas être très utile pour les day traders, même pas du tout. Lorsque le VVIX est en dessous de 90, c'est pas le moment d'acheter sur du moyen terme. Voilà. Si vous, par exemple, vous investissez, je ne sais pas, sur un PEA, sur un compte titre, voilà. Si vous êtes un investisseur de moyen ou long terme, ou même sur les CFD, hein, tant que vous faites du moyen long terme, c'est-à-dire que vous gardez une position pendant plusieurs semaines, ça sert à rien d'acheter les marches actions si le VVIX est en dessous de 90. Parce que si vous regardez un petit peu, alors on va se mettre en ligne, d'accord, donc là VVIX en ligne,
et on va superposer avec le S&P. On peut même également mettre le CAC 40, hein. C'est à vous de voir, mais là on va prendre le S&P. S&P, voilà. Donc, regardez les zones où le VVIX est en dessous de 90. Alors, donc là on flirte avec, là on passe réellement en dessous, d'accord? Donc c'est à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là. Regardez par rapport au S&P où nous sommes. Donc là, c'est un message d'alerte. Vous voyez que si vous aviez investi ici, lorsque le VVIX atteignait, passé sous 90, bon, vous avez une hausse, hein. Et je ne dis pas qu'il y a pas d'opportunités à faire, mais si vous êtes un investisseur sur de moyen terme, pas forcément de choses intéressantes. Pareil ici, voilà, VVIX sous 90. Et là, dès qu'on commence à avoir une corrélation positive entre le VIX et le S&P, ou le VVIX et le S&P, c'est un message d'alerte. Donc là, on avait une corrélation positive puisque le S&P montait et le VVIX, il montait. Donc là, c'était clairement un signal d'alerte. Donc là, pareil, il y avait des opportunités à faire. Mais si vous étiez un investisseur de moyen terme, vous voyez que vous aviez initié novembre 2017, fin janvier 2018. Voilà, c'était le point haut. Donc là, 2017, ce fut une année particulièrement complaisante, donc c'est pas forcément un bon exemple le VVIX sous 90, mais dès qu'on a une période de volatilité comme actuellement, le VVIX sous 90, c'est un message d'alerte. Et au contraire, dès que vous avez un VVIX au-dessus de 210, c'est là où il y a potentiellement des opportunités d'achat pour des pullbacks. Voilà, VVIX au-dessus de 110, VVIX au-dessus de 110, pareil ici. Je vais continuer ici, VVIX au-dessus de 110. Et regardez par rapport au S&P où est le signal. Vous voyez que c'est assez intéressant le VVIX au-dessus de 110. Si vous vous intéressez aux positions longues, VVIX au-dessus de 110. Donc là, je peux pas cacher le VVIX. Mais donc, vous voyez que dès que le VVIX, sur du moyen terme, VVIX à 90, on va éviter de payer les marchés actions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité à court terme. Ça veut simplement dire qu'à moyen terme, c'est souvent pas le moment. D'accord? Et dès qu'on commence à avoir une corrélation positive entre le VVIX ou le VIX et le S&P 500, là, c'est un gros message d'alerte pour les marchés actions. Je vous fais répéter, pouvez-vous me redire pourquoi votre stratégie sur le VIX ne marche pas pour acheter le S&P? Ah si, justement. Pourquoi votre stratégie sur le VIX ne marche pas pour acheter le S&P? Si, ça marche, hein. C'est juste que vous pouvez pas l'automatiser, en tout cas sur ProRealTime, puisque sur ProRealTime, vous pouvez pas, dans les possibilités, en tout cas pas dans cette version, pas dans la version que je connais, ou en tout cas qui existe, hein, selon moi, vous pouvez pas analyser un actif pour, je dis bien automatiquement, hein. Je dis bien une stratégie automatique, hein, qui le fait à votre place. Vous pouvez pas programmer pour que ProRealTime analyse votre VIX et du coup, en fonction de ce que fait le VIX, achète le S&P. Vous pouvez pas avoir cette possibilité d'analyser un actif pour acheter un autre. Vous pouvez que analyser et trader un actif le même. Voyez. Donc si la stratégie du VIX fonctionne sur S&P et fonctionne sur tous les autres indices. Le VIX, oui, c'est la volatilité implicite des actions, enfin des options sur les actions du S&P 500, mais puisque le S&P 500 c'est un peu c'est l'indice, si on devait l'indice le plus important dans le monde, l'indice action le plus important dans le monde, c'est le S&P 500. Si on avait que un à regarder, ça serait le S&P 500. En ce moment, en tout cas. Je veux dire, sur la dernière décennie, sur les 2 dernières décennies, c'est les marchés américains les plus importants. D'accord? Donc voilà. C'est l'inverse, alors il me semble qu'on ne peut pas vendre le S&P avec votre stratégie. Voilà, et c'est exactement ça, Edgy. C'est la stratégie avec le VIX que je vous ai présenté en novembre et qui est disponible sous format d'article sur DailyFX ou sous format vidéo sur la chaîne YouTube DailyFX France. Il n'y a pas de signaux de short, d'accord? Il n'y a pas de signaux short S&P. C'est que pour payer les pullbacks. Donc ça correspond pour les traders, les traders finalement sur tous les produits d'investissement, que ce soit CFD, actions, ETF, peu importe, puisque ça correspond à, c'est que pour acheter. Par contre, on a des signaux pour prendre des bénéfices. C'est le signal short. Signal short de ma stratégie du VIX, c'est pas un signal où on va chercher à shorter, mais dès qu'on va avoir le signal vendeur, ça va être un signal qui va suggérer de prendre ses bénéfices.
Ah voilà, donc je vous parlais pas d'un point de vue algo, juste d'un point de vue signal. Donc oui, voilà, point de vue signal, edgy, ma stratégie du VIX ne permet pas de shorter le S&P 500, mais simplement de payer les pullbacks. C'est ce que j'ai cherché, voilà, à faire avec cette stratégie. C'est payer les pullbacks. Parce que finalement, quand vous regardez un indice, il est plus souvent en hausse qu'en baisse. D'accord? Donc s'il y avait une seule direction sur laquelle il faut se positionner sur un indice, s'il n'y en avait qu'une seule, c'est la hausse. Sur du moyen long terme, sur du long terme, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple de trader les indices puisque ils sont beaucoup plus haussiers. D'accord? Si vous regardez le S&P depuis 10 ans, voilà, regardez-le, faudrait regarder à proportion, regardez en hebdo. Vous voyez, bon là on a eu la crise financière, mais si on devait faire je sais pas, calculer le nombre de semaines positives ou le nombre de semaines négatives ou je sais pas, le nombre de temps où le cours était sous sa moyenne mobile à 200 par rapport à sa moyenne mobile voilà, la position du cours par rapport à sa moyenne mobile à 200, on verrait clairement que voilà, la proportion, ça serait voilà, visuellement, je dirais 3/4 du temps, le S&P est en hausse sur du long terme. Vous voyez? Donc voilà, sur du long terme, c'est beaucoup plus facile les indices de les payer que de les vendre. C'est pour les vendre finalement sur du long terme, c'est-à-dire que vous anticipez une crise quoi financière, une crise en tout cas un crack pardon financier, mais euh, mais voilà, sinon c'est quasiment impossible de vendre, de shorter les indices sur du long terme. Bon, du coup, pour les indices, voilà, on a pris beaucoup de temps à en parler. On passe à l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est revenu à 1,1250. Voilà, donc l'euro-dollar, pas vraiment de direction pour le moment. On est dans une zone assez délicate, comme vous le savez, entre 1,1215 et 1,13, puisque ça a fait office de support pendant un nombre de temps assez important. Mais dans le même temps, voilà, on a une oblique baissière qui matérialise une pression vendeuse de plus en plus importante. Et ce support, avec cette oblique baissière, compose un triangle descendant. Triangle descendant, c'est un signal bearish. Alors, ça ne veut pas dire que 100% du cas, 100% du temps, on a une sortie par le bas, mais on a plus souvent, en termes de probabilité, une sortie par le bas qu'une sortie par le haut. Maintenant, est-ce qu'on va sortir par le bas maintenant, ou est-ce qu'on va avoir un rebond avant de sortir par le bas, ou est-ce qu'on va avoir un rebond et sortir par le haut? Ouais, ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Donc là, on est sur un support assez délicat. Pour moi, il faut vraiment attendre le breakout de ce support pour voilà, chercher à vendre l'euro-dollar. Si on passe sous un 12,15, c'est clair, on aura un nouveau plus bas annuel. Du coup, il faudra aller chercher un 10, puis beaucoup plus bas. Mais tant qu'on est dans cette zone, je dirais qu'il y a il y a même plus de chances qu'on y rebondisse pour revenir chercher cette oblique. Donc voilà, moi je serais prudent sur euro-dollar à cette zone. GBP-USD en plus de ça, il est sur support. Voilà, 1,28. Il est sur, vous voyez, la span B Shimoku. Voilà, donc prudence pareil. USD Yen, il est à 111. Bon, il progresse, le USD Yen. Hein. La prochaine résistance, 111,37. 111,37 qui correspond également à la moyenne mobile à 200, comme vous pouvez constater. Donc, ça va être un niveau de résistance assez important à surveiller. L'AUD-USD, sous pression. Sous pression. Pas grand chose à dire. Il est sur support. Il est sur vous voyez, un support qui est en place depuis octobre. Alors, il a été percé pendant quelques séances en début d'année. On voit un support, support. Et là, on a de l'achat d'AUD à ce moment-là. Donc voilà, pareil, AUD-USD sur un support majeur qui est proche de 0,70. NZD, bon, il est en hausse, NZD, on le voit, on a une oblique haussière. Donc voilà, il y a une perspective haussière jusqu'à 0,70 tant qu'on est au-dessus de cette oblique. Et le DXY, DXY qui continue à progresser, voilà. DXY, il progresse. Il progresse parce que voilà, on a quelques bonnes surprises d'un point de vue macro aux États-Unis, même si c'est pas du tout excellent, hein, loin de là. Mais c'est surtout les mauvais chiffres en Europe, que ce soit en zone euro ou au Royaume-Uni, qui justifient le rachat du dollar. Comme je vous l'ai fait voir, le graphique, on a des mauvaises surprises en zone euro, on a des mauvaises surprises au Royaume-Uni d'un point de vue macroéconomique, et c'est ça principalement qui justifie la hausse de l'euro-dollar. On a également l'écartement du spread BTP-Bund qui revient voilà un petit peu au premier plan. Voilà, vous voyez, on a eu un écartement. Bon là, on a eu une baisse ces derniers jours, mais depuis début de février, on a eu quand même une hausse de 50 points de base, ce qui est quand même assez important par rapport à ce spread. Et ça justifie également l'achat du dollar. Alors Pascal qui me dit bonjour. Alors bonjour Pascal. Donc suivant l'analyse du VIX, il vaut mieux sortir et prendre ses bénéfices du S&P 500. Voilà, exactement. Le S&P, c'est compliqué d'utiliser le S&P pour shorter les indices. C'est plus compliqué
d'utiliser le VIX pour shorter le S&P que de l'acheter. Finalement, si je devais résumer, si je devais faire simple, le VIX, le S&P, quand est-ce que vous allez l'acheter par rapport au VIX, par rapport à l'analyse de votre VIX? Eh bien, vous allez l'acheter lorsque le VIX va s'emballer, lorsque le VIX va atteindre des niveaux importants. Vous savez que ça dure pas longtemps, ces niveaux de panique, ça dure quelques séances. Donc, dès qu'on a un mouvement de panique qui dure 3-4 séances, il y a de fortes probabilités que on ait fait le point bas de court terme sur S&P 500. Donc, il y a de fortes probabilités que si vous achetez le S&P après un mouvement de panique du VIX, vous soyez rentable dès la séance prochaine ou les deux ou le surlendemain. Vous voyez. Alors que le VIX, utiliser le VIX pour shorter le S&P, honnêtement, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement risqué. Parce que le VIX, il peut rester bas pendant très longtemps, selon l'environnement dans lequel on évolue. En 2007, le VIX a évolué en dessous de 20 pendant toute l'année. Et la moyenne du VIX en 2017, c'était 12, il me semble. On a fait un plus bas historique sur le VIX en 2017. Parce qu'on avait presque aucune menace, on va dire. Le marché payait la baisse d'impôts de Donald Trump. D'accord. Donc ça, le marché était dans l'euphorie. Mais là, on n'est plus du tout dans le même scénario. Brexit, c'est dans moins de 2 mois, fin de trêve commerciale, peut-être des taxes sur les voitures européennes. Bref, j'en saute des autres catalyseurs, mais on n'est plus du tout dans le même contexte. Donc un VIX à 10, ça m'étonnerait qu'on connaisse cette année. Voilà. Mais le problème, c'est que le VIX, il peut rester, on va dire, bas. Bas, c'est un peu relatif sur le VIX, mais bas. Là, actuellement, on est bas à 15. Ce n'était pas bas en 2017, 15 c'était quand même haut. Mais voilà, donc c'est un peu relatif de dire bas. Mais actuellement, on est bas par rapport au contexte dans lequel on évolue. Sauf qu'il peut rester à 15. On le voit depuis 2 semaines, il est à 15-16. Il peut rester dans cette zone pendant encore une semaine ou peut-être encore 2 semaines. Je ne le vois pas évoluer encore plus de 2 semaines dans cette zone. Je le vois bien remonter. À part si on a un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, là dans ce cas-là, bon, ça sera un moment d'acheter le S&P, clairement. Mais sinon, là je vois pas pourquoi, je vois pas comment le VIX pourrait continuer à rester à 15-16 pendant un mois. Bon, il y a tellement d'échéances politiques importantes d'ici un mois que je ne le vois pas évoluer dans cette zone aussi basse. On n'est pas à l'abri alors si les chiffres restent mauvais cette semaine. Voilà. Tant que les chiffres seront mauvais en zone euro, le dollar sera haussier. Parce que la devise refuge de l'euro, on va dire, c'est le dollar. Excusez-moi. Donc le marché, quand il va être déçu de la zone euro ou déçu du GBP, c'est le dollar que les investisseurs vont privilégier. Donc voilà, là le dollar, techniquement, hein, j'ai bien, breakout de cette résistance, après un breakout de la précédente résistance, donc là on a vraiment 2 résistances à dépasser, c'est clairement un signal haussier jusqu'au plus haut, voilà, au plus haut finalement annuel, enfin atteint en 2018, c'est-à-dire vers 97,20. Donc là, ceux qui sont à la vente du DXY, je parle bien pas du dollar mais du DXY, bien que le DXY soit le dollar, voilà, ça dépend, c'est par exemple si vous achetez l'euro dollar à 1,1250, ça peut se justifier. Mais là, pour ceux qui sont à la vente sur le DXY, je pense que voilà, clôturez votre position, peut-être, en tout cas réfléchissez-y, et repassez à la vente si vous croyez durement à la baisse du dollar comme moi, repassez à la vente à un meilleur prix. Vous voyez, comme ça vous évitera de comment dire, voilà, d'être en baisse trop longtemps, d'avoir votre position dans le rouge trop longtemps. Donc voilà, pour le moment, DXY, c'est aussi je pense que le mieux pour DXY, c'est vraiment qu'on attende que le stochastique ou qu'un RSI ou que la MACD donne un signal. Là, si je mets le RSI en plus, si je mets la MACD en plus, ça m'étonnerait qu'on ait des signaux. Voilà, MACD haussière, RSI haussier. Vous voyez, là, tous les oscillateurs, bon, en même temps, ces oscillateurs c'est les mêmes. Hein. C'est pas la même formule mathématique, mais si vous regardez, les creux sont au même moment, les sommets également. Mais donc, voilà, on n'a pas de changement, de différence entre le stochastique, la MACD ou le RSI actuellement. Ils sont tous en hausse. D'accord. Parfois, le stochastique va donner un signal baissier en amont que la MACD. Vous voyez ici, on avait eu un signal baissier
avant la MACD, parfois c'est le RSI, parfois c'est la MACD, donc il n'y a pas de meilleur oscillateur. Je dirais pas que le stochastique est meilleur que le RSI ou que le RSI est meilleur que la MACD ou etc. Vous voyez, les trois se valent, d'accord? Mais là, on voit que les trois, il n'y en a aucun des trois qui donne un signal baissier. Donc, pour le moment, je pense que le mieux, c'est qu'on attende, qu'on soit un petit peu plus prudent et voilà, qu'on attende finalement que au moins l'un des trois oscillateurs nous donne un signal vendeur quand même important. Donc là, en journalier, c'est haussier. Si on prend un petit peu plus voilà, d'écart, de distance, pardon, eh bien RSI rebondit, stochastique, je rappelle, c'est la courbe blanche, rebondit également, MACD, pareil. Voilà, moyen terme, c'est pareil, on n'a pas encore de signaux vendeurs. Avez-vous une méthode pour connaître la corrélation entre deux indices? Alors oui, Edgy, un outil relativement intéressant qui est sur toutes les plateformes, hein, que ce soit sur Pro Time ou TradingView. Donc je vais vous faire voir les deux versions. Ensuite, je vais passer à l'or et le pétrole. Donc là, par exemple, on est sur le DXY, d'accord? Donc vous avez un indicateur qui s'appelle corrélation, coefficient de corrélation ajouté. Et là, vous allez chercher votre actif que vous voulez comparer par rapport au graphique ouvert. Donc là, DXY, on va mettre l'euro-dollar. C'est corrélé négativement, comme vous le savez. Et voilà. Là, vous avez une corrélation de moins 96,60%. Par contre, petit inconvénient de cet indicateur sur ProRealTime, c'est qu'on ne sait pas c'est sur quelle unité de temps, sur quelle période de temps. Est-ce que c'est sur 200 chandeliers? Est-ce que c'est sur 100 chandeliers? Honnêtement, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Mais en tout cas, on voit que la corrélation est négative. Sur TradingView, l'indicateur est un petit peu mieux, je l'admets. Je n'ai pas de mal à l'admettre. Donc, coefficient de corrélation. Donc là, euro-dollar. Bon, je vais mettre sur le DXY parce que là, on n'est pas sur le DXY. Et donc là, moins 97,71. Et là, on peut régler, vous voyez, période 200 chandeliers. Donc là, vous pouvez régler, voilà, si vous voulez 50 chandeliers, ça va être du plus court terme. Et voilà, vous avez une corrélation de moins 84. Donc vous avez l'un ou l'autre, ProRealTime ou TradingView. L'indicateur de TradingView, il va être meilleur parce que vous pouvez choisir le coefficient. Encore une question sur le dollar, pouvez-vous confirmer la pattern en papillon en daily? Alors, jamais entendu parler du papillon. Papillon en daily. Alors, si vous avez le terme anglais, je serais preneur. Papillon en daily. Alors, DXY. Ah, Butterfly Pattern. Oui, pardon, excusez-moi. Butterfly Pattern. Merci, hein. Merci, Edgy. Donc, en daily. Alors, oui. Oui, nous l'avons. Ah, et d'ailleurs, je viens de voir. Oui, donc ça, celui-là, on avait ce triangle. C'est un parfait exemple pour l'euro-dollar. Donc oui, on a le papillon daily. Hein. Alors, là, vous voyez qu'on avait un triangle. C'est un parfait exemple du triangle pour l'euro-dollar. L'euro-dollar, on a un triangle descendant, donc on a plus de chances qu'on y sort par le bas. Là, on a un triangle ascendant. On avait un triangle ascendant, vous voyez, à ce moment-là. On avait un triangle ascendant sur le DXY. Est-ce qu'on est sorti par le haut? Non. Donc c'est pour ça que voilà, vous pouvez avoir n'importe quel pattern, même une épaule tête épaule qui a la configuration chartiste la plus avec le taux de réussite, le meilleur taux de réussite, pardon. Vous pouvez avoir n'importe quel pattern, il n'y en a aucune qui a 100% de chance de réussite. D'accord? Donc là, on a sur l'euro-dollar un triangle descendant. Oui, on a plus de chances d'y sortir par le bas, mais comme on l'a vu sur DXY, ça ne veut pas forcément dire qu'on va y sortir par le bas. On peut sortir par du côté de l'oblique. Alors, je passe à l'or 1305 qui revient à 1305. L'or, pourquoi il revient à 1305? Déjà, on a plutôt l'appétitude cette semaine. Et de deux, on a une remontée du dollar en raison, comme je vous l'ai dit, des chiffres décevants en Europe. Donc ça fait pression, puisque le dollar monte, ça fait pression sur l'or. Comme je l'ai dit hein, depuis maintenant plusieurs séances, plusieurs semaines, l'or 1300, je pense que c'est un niveau qui se paye. Avec un petit peu de patience, on peut attendre un retour à ce niveau de prix.
Et au niveau du cours de pétrole, alors les cours de pétrole, on a quelque chose d'assez intéressant puisqu'on a le squeeze, le fameux squeeze sur des bandes de Bollinger. Des bandes de Bollinger, regardez, cette zone où les bandes se contractent sont à l'horizontale, ça c'est ce qu'on appelle le squeeze, ça précède les regains de volatilité. Et là, qu'est-ce qu'on a hier? On a un léger regain de volatilité. On a la clôture, donc clôture 63-62, bande supérieure 63-54. Donc on a une clôture légèrement au-dessus de la bande supérieure de Kettner. C'est le signal haussier. Et là, ce matin, on a une confirmation. Est-ce que le WTI fait pareil? Non. Non, donc attention. Encore une fois, d'après la théorie de Dow suggère d'utiliser une seconde référence pour confirmer le signal. Dow utilisait le Dow Jones Industrial Transport pour valider les signaux du Dow Jones Industrial Average. Donc voilà, utiliser deux benchmarks. Normalement, c'est pour les indices boursiers, mais c'est la même logique sur le cours de pétrole. C'est-à-dire que si le Brent, on a un signal de breakout, mais que le WTI ne donne pas de signal de breakout, c'est un gros point d'interrogation, vous voyez. Donc là, on a un signal haussier. À vous de voir si vous voulez prendre le risque. En tout cas, d'un point de vue ratio risque-rendement, le fait qu'on y sort par le haut, ça, c'est un signal de nouvelle tendance haussière. C'est un nouveau signal tendance. Puisqu'on a 90% du temps le prix qui est compris dans les bandes de Bollinger, la logique, c'est que dès qu'on y sort, ça va donner, puisque c'est un chandelier qui va être, c'est un mouvement qui va se distinguer par rapport aux 90% des autres, eh bien, ça va être un signal de breakout important. Donc là, c'est un signal haussier. C'est un signal haussier. Premier objectif pour ceux qui veulent passer à l'achat maintenant, ça va être la moyenne mobile. Et voilà, moyenne mobile à 200. Et ensuite, honnêtement, comme une stratégie de suivi de tendance, personne ne peut savoir quand est-ce que la tendance va se terminer. D'accord? Donc, quand vous tradez la tendance, l'idéal, je pense, c'est d'utiliser un stop dynamique. Donc, pour cela, vous pouvez paramétrer un stop selon le pourcentage. Vous pouvez utiliser un stop selon les paraboliques SR, comme on l'a vu un petit peu hier avec Enkenashi dans le webinaire éducatif. D'ailleurs, le webinaire éducatif, je l'ai mis en ligne sur YouTube ce matin. Donc, voilà, si vous voulez regarder le replay, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube. Voilà, parabolique SR, ça peut servir de stop dynamique. Donc vous suivez les points du parabolique. Pour ceux qui n'aiment pas trop les points, vous pouvez le changer. Ça c'est l'avantage de, vous voyez, de ProRealTime par rapport à TradingView. Hop, vous pouvez changer. Au lieu de points, vous mettez une ligne. Et donc là, vous avez quelque chose de beaucoup plus facile à lire. Et donc ce stop va remonter petit à petit. Donc si vous faites stratégie de tendance et que vous tradez breakout, honnêtement, parabolique SR, je vous invite à le regarder de près, de très près cet indicateur. Parce que vous voyez qu'ici, par exemple, donc là, on n'avait pas le squeeze. Alors, on avait un, si, on en avait un. Ouais, le squeeze, là, c'est quand les deux bandes de Bollinger s'ouvrent, vont dans des directions opposées. C'est l'après-squeeze. Le squeeze, c'est lorsque les bandes sont à l'horizontale et se réduisent, vous voyez, se contractent. Ça, c'est ce qu'on appelle le squeeze. Ça précède un moment de volatilité qui est illustré par une ouverture des bandes de Bollinger. Vous voyez là, que font les bandes de Bollinger? À ce moment-là, on a la bande supérieure qui baisse, la bande inférieure qui monte. C'est ce qu'on appelle le squeeze. Et là, d'un seul coup, on a bande de Bollinger qui s'ouvre, direction opposée, et on a le breakout puisqu'on a le chandelier qui sort par le bas. Bon là, on est dans un webinaire éducatif, du coup, on avait complètement changé de thématique. Mais bon, donc là, on a le squeeze, on a le signal de vente à ce moment-là. On a le signal de vente à ce moment-là. Et vous voyez que si vous avez utilisé parabolique SAR, donc vous mettez un stop dynamique, puisque honnêtement, personne ne peut savoir quand est-ce qu'une tendance va se terminer. Et c'est pas honnêtement, c'est la vérité. Celui qui vous garantira qu'il sait où la tendance va se terminer, eh bien, fuyez ses conseils, puisque personne ne sait quand est-ce qu'une tendance va se terminer. Voilà. Donc là, on a un signal de breakout, c'est un signal aussi important. Maintenant, pour davantage de confirmation, pour les traders plus défensifs, voilà, donc version plus défensive, attendons le signal de confirmation du WTI pour voilà, passer à l'achat. Maintenant, les traders agressifs ont le signal nécessaire. Donc ça dépend de vous, quel profil vous êtes. Écoutez, voilà, je pense que nous avons fait le tour du marché. Donc vous voyez là, on avait le squeeze. Hop, squeeze à ce moment-là. Squeeze à ce moment-là, je regarde quelques exemples. Donc ça marche sur les tendances. Donc là, l'euro-dollar, pour le coup, parce qu'il n'y a pas de tendance à ce moment-là, compliqué de parler de squeeze. Si on parle du S&P,
S&P, bon là il y avait tellement de volatilité qu'on n'a pas pu avoir de signaux. Mais regardez ici, là, les bandes, on a le squeeze à ce moment-là. Donc, pour le coup, c'était assez compliqué de vendre à ce moment-là. Personnellement, je n'aurais pas vendu après un chandelier comme celui-ci, puisque la probabilité de rebond est extrêmement importante. Lorsqu'on a une baisse aussi importante, il suffit de, il y a peu de séances après, on a le rebond, un rebond majeur qui se fait. Donc voilà. Plutôt sur le CAC, on va regarder CAC 40, le squeeze. Et d'ailleurs, j'aurai une annonce à vous faire en fin de webinaire, donc je vais vous le faire dans une petite minute. Donc là, faux signal baissier. Vous voyez, squeeze, ouverture des bandes de Bollinger, clôture du prix en dessous de la bande inférieure, signal vendeur. Mais là, vous voyez, correction, donc faux signal. Pareil ici, faux signal vendeur. Ou alors, fallait être patient et avoir un stop assez large. Pour le coup, c'était un mauvais signal ici. C'était un mauvais signal. Et on avait un signal. Voilà. Donc, sur le forex, ça marche beaucoup mieux. Hein. Regardez la UD la UD squeeze, et là vous avez la hausse. Squeeze, la baisse. Bref, on va pas y passer. Voilà, vous avez bien compris le principe. Donc la petite annonce, c'est que pour ceux qui habitent en Suisse ou à côté de la Suisse et que vous parlez anglais ou allemand, voilà, je ne sais pas s'il y en a parmi vous dans ce webinaire, mais il y a le créateur des bandes de Bollinger qui est encore vivant, hein, je ne savais pas, qui s'appelle John Bollinger, et bien qui fera une conférence à Zurich pour IG. Donc voilà, c'est un événement très très particulier. Je ne connais pas d'événements, d'autres événements où voilà, où j'aurais pu avoir l'opportunité de rencontrer John Bollinger et Bollinger, pardon. Donc il va vous expliquer, comment utiliser les bandes de Bollinger. Hein, donc voilà, si vous pouvez y assister, inscrivez-vous. Hein, inscrivez-vous, c'est bien évidemment gratuit. Maintenant, ne vous inscrivez pas si vous ne pouvez pas y participer puisque les places sont limitées. Donc, ça serait bête de vous inscrire, ça, alors que vous ne pouvez pas y assister. Il y a des gens qui pourraient du coup ne pas pouvoir venir puisque les places sont limitées. Donc voilà, inscrivez-vous uniquement si vous pouvez y participer. C'est le 13 mars. C'est comme je vous l'ai dit en anglais et en allemand. Voilà, donc c'est seul point, c'est le hic un petit peu, hein, c'est pas en français. Mais voilà, John Bollinger, c'est pas tous les jours qu'on peut avoir l'opportunité de le rencontrer. Donc je pense que si vous habitez dans la région, voilà, ça vaut peut-être la peine d'envisager d'y participer. Voilà donc pour ce point de marché, merci pour votre attention, excellente journée à vous et je vous dis à demain matin pour mon prochain point de marché.